dire une grosse demi-heure, si j'y arrive, parce que je suis quelqu'un de très bavard, de la façon dont le monde a changé sur le dernier siècle. Alors, pour le siècle des élèves qui écoutent, le dernier siècle, c'est loin. C'est probablement essentiellement un motif d'entendre de temps en temps des grands-parents parler d'un truc totalement incompréhensible, éventuellement en disant que c'était mieux avant. Mais en fait, c'est très très court au regard de ce que notre espèce a déjà connu, puisque les hommes existent depuis, allez, on va dire 20 000 ou 100 000 ans, ça dépend d'où on part. Donc un siècle, c'est vraiment très très court. Une génération, c'est pas beaucoup. Donc c'est beaucoup plus long qu'une heure de cours où on s'enquiquine, mais c'est très très court au regard de ce que les hommes ont déjà vécu. Et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que, au cours du siècle, il y a quelque chose qui a totalement changé la vie des hommes à peu près partout sur Terre et à peu près partout de la même manière. Et en particulier, ça a permis aux gens de se déplacer très vite, très loin pour vraiment faire. Et cette affaire, ça s'appelle l'énergie. Alors, quand on prononce le mot énergie, souvent, la première pensée qui vient à l'esprit, c'est pas ce qui s'est passé pendant le siècle qui vient, c'est autre chose. Alors, je vais commencer par vous donner quelques autres termes qui viennent souvent très qui très rapidement, en général, viennent à l'esprit. Et puis, il y en a un qui est venu à l'esprit de gens il y a pas très très longtemps, quand on parlait d'énergie, c'est de parler d'argent. Par exemple, vous vous rappelez, même si vous êtes jeune, de ce qu'on a appelé la manifestation des Gilets jaunes. Vous voyez, alors le prix de l'essence n'était pas monté quand même à 7 € le litre. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a démarré avec une protestation contre le prix de l'essence. Donc à ce moment-là, l'essence n'était pas vue comme de l'énergie, l'essence n'était pas vue comme quelque chose qui changeait la vie, l'essence était juste vue comme un truc qu'on devait payer. Et d'une manière générale, l'énergie est souvent vue comme quelque chose qu'on doit payer. Peut-être que vous avez entendu parler de débats sur la précarité énergétique. Vous savez ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est quand les gens n'arrivent pas à payer leur facture de chauffage ou leur facture d'électricité. À ce moment-là, l'énergie est de nouveau vue comme une facture. Donc très souvent, on voit l'énergie essentiellement comme un poste de charge. Et c'est encore plus vrai dans le monde de l'entreprise. Par exemple, si vous allez chez Renault ou si vous allez chez Peugeot et que vous leur dites c'est quoi l'énergie, le premier truc qui va leur venir à l'esprit, c'est la facture d'électricité de Renault, c'est la facture de gaz de Renault, ou c'est la facture de fuel de Renault. C'est ça qui va leur venir tout de suite à l'esprit et en général pas grand-chose d'autre. Alors quand on raisonne comme ça, en fait, c'est un raisonnement qui va nous emmener sur une voie de garage, pour rester dans le vocabulaire des transports, parce que très souvent, quand on regarde bien, l'énergie, c'est une petite facture, c'est quelque chose qui coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Alors au ménage, ça leur coûte un peu plus cher que ça, mais si vous prenez la SNCF, alors la SNCF, qui évidemment ne roule pas, fait pas rouler des voitures, encore que vous savez peut-être pas, mais la SNCF est le premier transporteur routier de France, puisque la SNCF possède une filiale qui s'appelle Géodis, qui opère des camions, et qui est le premier transporteur routier, donc encore une fois de France. Mais la SNCF, donc, qui, pour faire rouler des trains, achète de l'électricité et achète du gasoil aussi, puisque vous avez des trains régionaux qui utilisent du gasoil, eh bien, la facture d'énergie de la SNCF, c'est 3% de son chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, vous prenez une année normale, pas l'année Covid, évidemment. Vous prenez une année normale. Vous regardez ce que la SNCF dépense pour acheter son électricité et son gasoil, sachant que la SNCF est le premier consommateur d'électricité en France. C'est le premier client du monde électrique en France, c'est la SNCF. Hein. À eux tout seuls, ils utilisent 1,5% de l'électricité française. Eh bien, enfin, encore une fois, une année normale. Eh bien, à la SNCF, l'énergie, c'est 3% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, comme c'est pas beaucoup, eh bien, l'essentiel du temps, on va s'occuper d'autre chose. Du reste, l'intervention que je fais ce matin sur l'énergie, je ne sais pas si vous allez en avoir beaucoup d'autres pendant votre scolarité. L'essentiel du temps, on va vous apprendre d'autres trucs. Ce qui est une manière de dire, bon, l'énergie, c'est important, enfin, très bien, mais enfin, c'est important un petit moment du temps. Quoi. Le reste, c'est pas grave, on peut faire autre chose. Alors, en fait, quand on raisonne comme ça, il y a quelque chose qu'on perd qui s'appelle le lien de dépendance. Si je vous dis, votre cervelle, c'est 2% de votre poids, et donc, c'est pas la peine de vous en occuper plus que 2% de votre temps, ou bien si je vous en enlève la moitié, c'est pas très grave, vous allez perdre 1% en efficacité, comprenez bien que je suis en train de dire n'importe quoi. Et je suis en train de dire n'importe quoi parce que même si votre cervelle, c'est 2% de votre poids, en fait, la totalité de votre corps en dépend. Et je vais dire quelque chose qui va, je l'espère, encore plus vous intéresser. Chez les garçons qui sont présents dans cette pièce, la testostérone qui est présente dans leur corps, c'est beaucoup moins que 2% de leur poids, et pourtant, la forme de leur corps dépend de façon au premier ordre. C'est ce qui fait que vous êtes un garçon et pas une fille, ou l'inversement. Donc, le fait de regarder la part
dans les dépenses comme regarder la part dans le poids, ça ne vous dit pas si la totalité du reste ne dépend pas de ce que vous êtes en train de regarder. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir comprendre ce matin, c'est que la totalité du monde qui nous entoure dépend de l'approvisionnement énergétique et que ça nous coûte 3, 5, 10, 15 ou 50% de ce qu'on gagne. En fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la totalité de ce qu'on fait en dépend. Après, il y a un deuxième réflexe, et on va y revenir après. Là, il y a un deuxième réflexe alors là, c'est sûr aussi que vous avez déjà entendu ça à propos de l'énergie. Vous savez, l'énergie, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Du reste, si vous faites, alors aujourd'hui, je ne l'ai pas fait ce matin, je vous avoue, mais j'ai fait ça il y a quelques mois. J'ai commencé à taper dans Google la meilleure énergie. Et vous savez, quand vous tapez quelques mots dans Google, souvent, il vous propose spontanément la recherche la plus courante qui est faite avec les mots qui complètent les mots que vous avez commencé à taper. Donc, il vous dit de lui-même, si vous tapez la meilleure énergie, le plus probable, c'est que vous allez me demander ce qu'on trouve quand on tape la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Vous voyez, alors là, c'est pareil, c'est en fait malheureusement pas du tout ce qui s'est passé historiquement, puisque la meilleure énergie, c'est bien celle qu'on consomme parce qu'on en a utilisé de plus en plus. Ici, vous avez la quantité totale d'énergie qu'on utilise dans le monde, alors pas juste en France, hein, depuis 1 siècle et demi. Alors la manière dont il faut comprendre cette courbe, c'est simple, hein, c'est que chaque énergie qu'on utilise s'empile par rapport à celle enfin, les énergies s'empilent les unes sur les autres. Là, vous voyez, donc là, c'est le bois qu'on utilise. Après ça, c'est le charbon qu'on rajoute en plus. Ça, c'est le pétrole qu'on rajoute en plus. Ça, c'est le gaz qu'on rajoute en plus, etc. Et alors, quand vous regardez la façon dont ça évolue, vous voyez qu'il n'y a pas d'énergie qui en remplace une autre. Elles s'empilent les unes sur les autres. C'est un peu comme si vous passiez d'un menu avec un plat à un menu à 2, puis un menu à 3, puis un menu à 4, puis un menu à 5 plats. Vous voyez, c'est pas, vous n'avez pas... ah bah tiens, aujourd'hui, je vais pas prendre d'entrée parce que je prendrai un dessert, et puis demain, je prendrai pas de dessert parce que je prends une entrée. Non, non, là, c'est à chaque fois, vous rajoutez. Et donc, ce que vous voyez, c'est que depuis 1 siècle et demi, on utilisait du bois, on en utilise toujours à peu près autant, un peu plus. On utilisait du charbon, pas beaucoup du tout, il y a 1 siècle et demi, puis on s'est mis à en utiliser beaucoup plus. On utilisait très peu de pétrole, il y a 1 siècle, mais il était déjà indispensable pour faire des graisses qui permettaient de faire tourner les machines à vapeur. Et puis, on en utilise de plus en plus. On utilisait du gaz, pas beaucoup, puis on en utilise de plus en plus. On utilisait des barrages, de l'hydroélectricité, puis on en utilise de plus en plus, alors évidemment moins que du charbon, hein. On utilisait des centrales nucléaires, pas beaucoup, avant 73, puis on en utilise de plus en plus, grosso modo. Et là, tout en haut, là, vous avez ce qui aujourd'hui occupe beaucoup les journalistes et beaucoup les débats, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, là en tout petit, là vous avez les agrocarburants ou les biocarburants. Et vous voyez que ces énergies dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, le solaire, l'éolien et les biocarburants, en fait, ça représente quelque chose de tout petit dans l'ensemble de l'approvisionnement mondial qui est essentiellement fait de ce qu'on appelle des énergies fossiles. Alors, pourquoi on les appelle comme ça? Tout simplement parce que c'est des fossiles. Vous savez, un fossile, alors c'est pas juste une vieille personne qui radote, un fossile, c'est un reste de vie ancienne. C'est ça, un fossile. Alors, le charbon, c'est un reste de vie ancienne. Ça, c'est des fougères qui ont poussé il y a 300 millions d'années, à une époque géologique qui s'appelait le Carbonifère, c'est-à-dire l'ère du charbon, en gros. Eh bien, ces fougères qui ont poussé il y a 300 millions d'années, elles se sont enfouies dans le sol, fossilisées, et ça a fini par donner du charbon. Et le pétrole et le gaz, c'est du plancton et des toutes petites algues, micro-algues, qui vivaient dans l'océan. Pareil, il y a 400 à 50 millions d'années. Et puis, une partie est morte, tombée sur le fond de l'océan, s'est enfouie dans les profondeurs de la Terre, ça a cuit, ça a chauffé à cause de la géothermie, et ça a fini par faire du pétrole et du gaz. Voilà, donc ça, c'est des fossiles. Et ces fossiles, ils contiennent du carbone. Donc, quand on le brûle, ça fait du CO2. C'est ça qu'on appelle les énergies fossiles. Et vous voyez que c'est l'essentiel de l'approvisionnement mondial. Donc, l'énergie, on ne l'a pas du tout économisée jusqu'à maintenant. On en a utilisé de plus en plus. Et vous allez voir qu'il y a une très bonne raison à ça dans pas très longtemps. Si on regarde l'électricité, alors l'électricité, c'est une forme comme une autre d'énergie. Mais il n'y a pas que l'électricité dans les énergies qu'on utilise. Par exemple, dans les voitures qui vous occupent beaucoup, encore aujourd'hui, l'essentiel des voitures qu'on utilise, c'est des voitures qui utilisent de l'essence. Enfin, de l'essence ou du diesel, ou éventuellement du GPL. Donc, c'est des combustibles fossiles. L'électricité, c'est juste une part de ce qu'on utilise. Chez vous, vous êtes peut-être chauffé au gaz ou chauffé au fioul. Chauffé au charbon, il n'y a pas grand monde. Vous êtes aussi peut-être chauffé à l'électricité, mais l'essentiel des gens dans ce pays, enfin dans notre pays, se chauffent avec du gaz ou du fioul.
Si vous rentrez un jour dans une entreprise, l'entreprise, elle utilise de l'électricité, mais elle utilise aussi du gaz, elle utilise éventuellement du charbon, si vous allez travailler dans une aciérie, dont il y a encore quelques hauts fourneaux dans ce pays. Donc, d'une manière générale, quand vous utilisez de l'énergie, vous n'utilisez pas que de l'électricité, mais on utilise de l'électricité. Alors ici, vous avez la quantité totale d'électricité qui est produite dans le monde. Alors, je suis désolé, j'ai mis les trucs en anglais, mais enfin, vous comprendrez sans problème. Coal, c'est le charbon. Oil, c'est le pétrole. Gaz, c'est le gaz. Ça, c'est le nucléaire. Ça, c'est le vent. Ça, c'est l'hydroélectricité. Ça, c'est le solaire. Et ça, c'est le biogaz. Il y en a beaucoup en Allemagne, par exemple. On fait fermenter des plantes pour faire du gaz, du méthane, qu'on brûle ensuite pour faire de la production électrique. Et ici, c'est du fossile pas spécifié, donc on ne sait pas si c'est gaz, pétrole ou charbon, mais enfin c'est tout petit, là, vous voyez, c'est le tout petit machin en bas. Vous voyez, c'est que la quantité totale d'électricité qu'on produit dans le monde a beaucoup augmenté sur les 30 dernières années. En fait, elle a beaucoup augmenté depuis la libération. Alors, l'unité là qui sert à graduer, c'est des milliards de kilowattheures. Quand vous voyez térawattheure, le T là, TW, ça veut dire milliards de kilowattheures. Donc, en France, aujourd'hui, on produit 50 milliards de kilowattheures électriques. Dans le monde, on en produisait 10 000 en 1985, donc 550 en France aujourd'hui. Et dans le monde, toujours aujourd'hui, vous voyez, on est maintenant à 27 000 térawattheures, 27 000 milliards de kilowattheures. Et il faut savoir que dans le monde, dans son ensemble, en 1945, on était à 600. D'accord ? 600 milliards de kilowattheures en 1905, 27 000 en 2019. Donc ça a terriblement augmenté sur la deuxième moitié du XXe siècle. Et si vous avez des grands-parents ou plutôt des arrière-grands-parents encore vivants, eh bien un certain nombre d'entre vous vont vous expliquer que quand ils étaient jeunes, eh bien il n'y avait pas d'électricité chez eux et éventuellement il n'y avait pas l'eau courante. Donc l'électricité, c'est quelque chose qui est récent, très récent dans la vie des hommes. Essentiellement, ça s'est développé après la Seconde Guerre mondiale. Ce que vous voyez également, c'est que l'électricité, elle est produite dans le monde aujourd'hui essentiellement avec du charbon, que vous voyez là, et avec du gaz. Alors comment ça marche cette histoire ? C'est très simple. Vous faites brûler du charbon, vous faites brûler du gaz, ça vous fait de la chaleur. Avec cette chaleur, vous faites de la vapeur, et avec cette vapeur, vous faites tourner une turbine. Et cette turbine, elle entraîne un alternateur géant. C'est comme un alternateur de voiture, mais en beaucoup plus gros. Et cet alternateur va faire du courant. Donc c'est comme ça que ça marche avec le charbon, c'est comme ça que ça marche avec le gaz, c'est comme ça que ça marche avec le pétrole, et c'est aussi comme ça que ça marche avec le nucléaire. Vous cassez des atomes en deux, ça vous fait de la chaleur, vous faites de la vapeur et vous faites tourner des turbines. C'est presque comme ça que ça marche avec l'hydroélectricité, sauf que vous n'avez pas de chaleur. Donc avec l'hydroélectricité, vous faites tourner une turbine, mais avec la force de l'eau. Vous n'avez pas besoin de faire de la chaleur. Là, c'est différent. Vous faites de l'électricité en faisant tourner une éolienne avec du vent, en faisant de l'effet photoélectrique avec du solaire, et là, en faisant de la chaleur avec du gaz. Alors, vous voyez que dans le monde, la production aujourd'hui d'électricité solaire, ce truc-là orange, c'est tout petit, vous voyez, par rapport au reste. Et l'essentiel de la production électrique dans le monde, aujourd'hui, et de très loin, elle est faite avec aussi ce qu'on appelle des combustibles fossiles, essentiellement du charbon et du gaz. Les 2/3 de l'électricité mondiale aujourd'hui sont faits avec du charbon, du gaz et du pétrole. Et si vous regardez depuis 2000, on va dire, vous voyez là, donc depuis le début de l'essor des énergies renouvelables, en fait, ce que vous voyez comme augmentation pour les énergies renouvelables, c'est beaucoup plus petit que ce que vous voyez comme augmentation pour les énergies fossiles. Donc, ce qui a le plus augmenté dans le monde sur les 20 dernières années, et de très loin, c'est l'électricité au charbon et au gaz. Et malheureusement, celle-là, il faut s'en débarrasser si on veut résoudre le problème climatique. Et vous voyez que pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors, en France, c'est très différent. Toujours en milliards de kilowattheures. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en France, on fait à peu près 550 milliards de kilowattheures. Vous voyez, entre 5 et 600. Alors, la France, elle a fait un choix qui est très inhabituel dans le monde. L'essentiel de sa production électrique, c'est du nucléaire, que vous voyez là. Donc, on avait une production fossile, vous voyez, qui était à peu près de 50 térawattheures, 50 milliards de kilowattheures en 85. Et bon an, mal an, on n'est pas très loin, là, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. Donc, celle-là, on n'y a pas trop touché, alors que c'est celle-là dont il faut se débarrasser à cause du climat. On a beaucoup augmenté le nucléaire, et puis, pour des raisons politiques, on a commencé à le baisser. Et enfin, vous voyez l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, elle a tendance à diminuer un tout petit peu sur les 15 dernières années. Et là, malheureusement, c'est pas un choix, c'est tout simplement dû au fait qu'à cause du changement climatique, du réchauffement climatique, les précipitations ont tendance à un peu baisser globalement.
et donc ça fait un peu moins d'eau pour mettre dans les barrages. Et puis vous voyez ici l'éolien, le solaire et le biogaz, et vous voyez que comme pour le monde dans son ensemble, vous voyez, ça représente pas grand-chose, ça représente pas grand-chose. Les exceptions à cette règle-là, c'est des tout petits pays ou des pays qui commencent à beaucoup exporter, comme l'Allemagne, et qui comptent sur les autres quand il n'y a pas assez de vent et de soleil. Donc, ce que vous voyez sur la France, c'est que nous, on est très très atypique dans la façon de produire l'électricité, mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça ne fait pas de CO2, ça ne fait pas de CO2, ça non plus. Mais donc l'essentiel de la production française, elle ne fait pas de CO2, elle ne fait pas de gaz carbonique, tout simplement parce que quand on a une réaction nucléaire, ça fait pas de CO2, ça fait autre chose. Et la fumée, entre guillemets, que vous pouvez voir sortir des grandes tours, là vous savez, des grands aéroréfrigérants des centrales nucléaires, en fait c'est juste de la vapeur d'eau. Ça n'a pas d'effet sur le changement climatique. Donc, l'énergie, je vous ai dit, on peut le voir comme une facture, mais c'est pas la manière la plus intéressante de la voir. On l'a pas du tout économisé jusqu'à maintenant, on en a fait de plus en plus. Toujours dans les choses qu'on entend parfois, vous avez on va la rendre totalement renouvelable. Alors il se passe pas une semaine, enfin une semaine peut-être, mais il se passe pas 15 jours sans qu'un ministre de l'écologie explique qu'on va vivre dans un monde totalement renouvelable. Alors je ne sais pas si on va vivre un jour dans un monde totalement renouvelable avec le monde qui ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant très très longtemps, nous avons vécu dans un monde totalement renouvelable. Donc avoir un monde totalement renouvelable, ça ne pose aucun problème. Vous avez ici l'exemple d'un monde totalement renouvelable. Voilà un monde il y a quelques siècles. Il est totalement renouvelable. Il n'y a pas un gramme de pétrole là-dedans, pas un gramme de charbon, pas un gramme de gaz et pas un gramme de nucléaire. Vous voyez ici un transport terrestre renouvelable qui s'appelle un cheval, qui mange de l'herbe renouvelable. Là, vous avez une barque en bois renouvelable qui navigue sur une rivière renouvelable, qui est parfois poussée par un bâton de bois renouvelable. Ici, vous avez du vent renouvelable. On verra dans pas longtemps qu'il peut faire tourner un moulin renouvelable, etc. Donc voilà un monde 100% renouvelable. Et en fait, depuis l'apparition des hommes jusqu'à il y a 2 siècles, le monde a été 100% renouvelable. Voilà, aucun problème pour vivre dans un monde 100% renouvelable. Mais vous voyez que dans ce monde-là, si vous êtes apprenti pour réparer des voitures, vous n'allez pas avoir beaucoup de boulot. Donc, c'est un monde très différent, le monde 100% renouvelable que l'humanité a toujours connu, et globalement un monde très différent du monde actuel. Et la question de savoir si on va pouvoir garder le monde actuel avec des voitures, des gens pour réparer les voitures et des maisons et des chauffages et des brosses à dents pour pas cher, dans un monde 100% renouvelable, c'est une question pour laquelle c'est loin d'être évident que la réponse est oui. Et en fait, vraisemblablement, la réponse sera non. En fait, quand vous regardez ce qui s'est passé historiquement, voilà, on avait une marine à voile totalement renouvelable. Et là c'est un bateau en bois renouvelable, avec des voiles en lin renouvelable, poussé par du vent renouvelable, avec des marins renouvelables. Du reste, de temps en temps, ils mouraient du scorbut, il fallait les renouveler, naviguant sur la mer renouvelable. Donc tout ça est parfaitement renouvelable. Et on est passé à une marine fossile parce qu'on s'est dit que c'était mieux d'avoir une marine fossile. Voilà des transports terrestres historiques 100% renouvelables. Donc là, je le dis, pas beaucoup de gens pour réparer des voitures avec ces transports terrestres-là. Donc un cheval renouvelable qui mange de l'herbe renouvelable. Alors en fait, c'est déjà pas tout à fait renouvelable ici parce que vous avez du cerclage de roues en acier, enfin en fer. Ça, c'est déjà pas renouvelable. Et du reste, sur mon bateau, là, vous avez déjà un gouvernail enfin, vous avez de la timonerie en fer. C'est pas non plus renouvelable, mais enfin bon. Et on est passé au transport fossile. Ah, voilà, là, il commence déjà y avoir un peu plus de boulot pour vous, on a dit que c'était quand même beaucoup mieux comme ça. Voilà de l'agriculture renouvelable. De l'ancien temps, avec des bœufs renouvelables, et du reste on les renouvelait en les mangeant, ou les chevaux, pareil. Alors là c'est pareil, on triche un peu, il y a un peu de fer là-dedans, enfin bref. Qui mangent de l'herbe renouvelable, et on est passé à de l'agriculture fossile en se disant quand même que c'était beaucoup mieux. Voilà des travaux publics renouvelables, donc des pelles et des pioches pour faire le canal de Suez. Donc c'était long, c'était lent. Maintenant, on se dit que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des travaux publics fossiles. On avait de la construction renouvelable, 2 siècles pour faire Notre-Dame de Paris, ça n'allait pas très très vite. Maintenant, on est passé à la construction fossile et il faut 1 année pour faire un grand cornichon à la Défense qu'on appelle une tour de bureau. On avait de l'industrie 100% renouvelable, vous voyez ici, avec une roue en bois renouvelable qui tourne avec de l'eau renouvelable. Puis on s'est dit quand même, pour faire des voitures, c'était mieux d'avoir de l'industrie fossile.
On avait des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, ça s'appelle le soleil. Voici un séchoir à luzerne moderne qui fonctionne avec du gaz. Et enfin, on avait des transports aériens renouvelables. Vous voyez ici la première montgolfière, des frères Montgolfier en papier. Le papier, c'est des bois, hein. Donc bon, c'est pas tout à fait renouvelable, mais enfin pas loin. Et on est passé au transport fossile en se disant que c'était plus pratique. Donc en fait, ça fait 2 siècles que tout ce qu'on fait, c'est de passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Donc est-ce qu'on va pouvoir faire l'inverse en gardant ça et en gardant les camions, les industries, etc. Bah, c'est toute la question. Alors pour pas faire durer le suspense trop longtemps, ma réponse à moi c'est non, on n'y arrivera pas, mais on en parlera tout à l'heure. En fait, la bonne question, c'est les énergies renouvelables, je le redis, on les connaît depuis des dizaines de milliers d'années et même on les maîtrise depuis des milliers d'années. Vous voyez, on maîtrise la force du vent depuis 2000 ans. Et 2000 ans qu'on a mis au point des moulins à vent. Alors bon, ce moulin à vent, il est certes moins performant qu'une éolienne moderne, son rendement est moins bon, mais quand même, on sait faire depuis longtemps. Et Léonard de Vinci et Archimède n'étaient pas plus idiots que les ingénieurs modernes. Donc à l'époque des énergies renouvelables, il y avait déjà des gens extrêmement intelligents et on avait déjà compris comment ça marchait. Et sur les moulins à eau, qu'il y a également depuis 2000 ans, bah, en fait, donc les énergies renouvelables, on les connaît depuis très très longtemps. Donc question, comment se fait-il, alors qu'on les connaît depuis très longtemps, qu'il n'y ait pas de civilisation industrielle qui ait émergé à l'époque des énergies renouvelables et qu'il ait fallu attendre les énergies fossiles pour qu'émerge une civilisation industrielle? Eh bien, la réponse, c'est probablement qu'il y a une grosse différence entre les deux et que ça va pas être physiquement possible de repasser de ça à ça tout en gardant la civilisation industrielle pour 8 milliards d'individus. Voilà, c'est probablement ça la conclusion qu'il faut en tirer. Donc à ce stade, je vous dis, en fait, c'est pas vraiment une facture, ou en tout cas, la meilleure vision de l'énergie, c'est pas une facture. La meilleure vision de l'énergie, c'est pas qu'on l'a économisé, c'est qu'on a fait l'inverse. Et c'est pas que on va vers du renouvelable, c'est l'exact inverse. On vient d'en sortir du renouvelable. En fait, la bonne manière d'approximer l'énergie, c'est ça que je vais vous proposer maintenant, c'est que en fait, l'énergie, c'est ce qui vous permet de devenir Superman ou Iron Man ou Elastigirl, si vous préférez, pour de vrai. Voilà, c'est ça, l'énergie. Vous allez dire quoi? Iron Man? Quoi? Oui, Iron Man. L'énergie, ça vous transforme en ça. Alors, ça vous transforme pas en ça exactement de cette manière-là. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous mettez pas sur vous votre costume d'Iron Man ou d'Iron Woman qui fait clac, 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 avec la petite lumière blanche au milieu qui se met à briller. Mais c'est presque pareil, parce que quand vous vous levez, eh bien, sans le savoir, vous avez utilisé cette machine. Quand vous mangez votre petit déjeuner, bah, vous avez utilisé cette machine qui récolte les céréales qui ont permis de faire les tartines, sans vous en rendre compte. Vous avez également utilisé cette machine qui a permis aux tartines d'arriver jusqu'au magasin où vous les avez achetées. Vous avez utilisé cette usine, parce que ça c'est une usine qui fait des molécules qu'on trouve dans le dentifrice et vous êtes lavé les dents après. Vous avez utilisé cette machine qui permet de faire des tubes en plastique et c'est bien le diable s'il n'y a pas un tube en plastique chez vous. Vous avez utilisé cette machine parce qu'il vous est interdit de venir jusqu'au CFA tout nu, donc vous êtes habillé, et ça c'est une machine, un métier à tisser moderne qui permet de faire les vêtements que vous portez en ce moment. Si vous êtes propre chez vous, vous avez utilisé cette machine, vous avez passé un coup d'aspirateur avant de partir, vous avez probablement utilisé un objet en acier, que ce soit une voiture, un bus pour venir, un train pour venir, ou vous êtes passé à côté d'un lampadaire, donc vous avez utilisé indirectement une presse à emboutir, etc., etc. Donc en fait, et ça c'est un purificateur d'eau, et si vous avez bu, vous avez utilisé cette machine également. Vous avez utilisé cette machine sans le savoir, parce que quand vous avez mis vos chaussures, comme on les fabrique plus en France, elles sont toutes importées de Chine, donc elles sont plus par porte-conteneurs. Donc en fait, vous vous en rendez pas compte, mais quand vous vous êtes levé ce matin, vous avez utilisé ce costume d'Iron Man, sauf que il n'est pas en un seul morceau, il est en pièces détachées. Et vous voyez ici toutes les pièces détachées que vous avez utilisées sans vous en rendre compte. Et puis, si vous avez mis un vêtement propre, et je l'espère pour votre voisin, parce que même si vous êtes à 2 mètres de distance, un vêtement sale, vraiment ça sent mauvais, donc vous avez utilisé cette machine, enfin oui, vous avez utilisé toutes les machines à peu près qui sont représentées ici, plus des milliers d'autres dont vous vous rendez pas compte. Donc en fait, ce matin, pour prendre votre petit déjeuner plus venir au CFA, vous avez utilisé une armée de machines qui ont travaillé pour vous. Donc en fait, vous avez vraiment un costume d'Iron Man sur vous. C'est toutes les machines qui travaillent pour vous. Alors, si je prends quelques exemples de machines, on va commencer par vous.
parce que nous sommes une machine, nous sommes une merveilleuse machine, mais nous sommes une machine. Donc, en fait, ce que l'homme est capable de faire du travail physique, du reste, si un jour vos parents vous ont demandé de creuser un trou pour planter un cerisier ou de monter des caisses au grenier, vous êtes bien rendu compte qu'on était capable de faire du travail mécanique. Alors, le travail mécanique qu'on est capable de faire, les hommes, il n'est pas très puissant. C'est-à-dire que si on regarde la puissance de vos jambes ou la puissance de vos bras quand vous faites du travail mécanique, eh ben, vous voyez, vos bras, ils sont puissants comme une petite ampoule et vos jambes comme une grosse ampoule. Et si vous avez un peu des ordres de grandeur en tête, par exemple la puissance d'un moteur de voiture, vous voyez bien que ça, c'est vraiment pas beaucoup. L'équivalent, en fait, si vous prenez quelqu'un qui monte à partir de la plaine d'Alsace, là, sur le grand ballon d'Alsace, 4 fois dans la journée, hein, 4 fois l'aller-retour, eh bien, à la fin de la journée, l'effort qu'il aura fait correspond à une puissance moyenne de 100 watts pour ses jambes pendant toute la journée. Oui, donc ça fait pas énorme. Alors maintenant, on va prendre un mixeur à soupe. Je sais pas si dans la salle, il y a déjà quelqu'un qui a mixé de la soupe. C'est très bon, la soupe. Et bah, quand vous utilisez un mixeur à soupe, au moment où vous appuyez sur le bouton du mixeur, en fait, vous mettez en route une puissance mécanique qui est exactement la même que celle que vous avez en mettant en route 4 paires de jambes bien entraînées. Votre mixeur à soupe, là, il fait 300 à 400 watts. Vous regarderez si vous en avez un chez vous. Donc, au moment où vous appuyez sur le bouton, là, que ça fait vite, eh bien, vous avez 4 cyclistes bien entraînés qui se mettent à pédaler pour vous. Si vous avez passé l'aspirateur avant de partir, là, c'est plutôt 10 cyclistes qui se sont mis à pédaler pour vous au moment où vous avez appuyé sur le bouton. Si vous habitez dans un immeuble où il y a un ascenseur, au moment où vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, c'est 50 cyclistes qui se mettent à pédaler dans la cave pour entraîner l'ascenseur. C'est ça le moteur de l'ascenseur. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est agriculteur et qui a un petit tracteur, 60 kW, eh bien, au moment où il monte dans la cabine de son tracteur, c'est comme s'il y avait 600 paires de jambes qui se mettaient à pédaler pour lui. Et si vous prenez un moteur de voiture qui fait 60 kW, c'est-à-dire à peu près 90, si vous êtes jusqu'à 90 chevaux, eh bien, c'est pareil, ça représente 600 paires de jambes qui se mettent à pédaler au moment où le moteur de la voiture se met en route. 600 paires de jambes ou 60 ou 90 chevaux, donc des vrais chevaux. Donc quand vous avez une voiture que vous réparez qui fait 90 chevaux, il faut bien voir que la puissance de ce moteur est la même que si on attelait 90 chevaux devant la voiture, mais c'est pas le même prix. Si vous prenez un engin de travaux publics, lui, il va avoir la même puissance que des milliers de paires de bras. Donc, au moment où l'ouvrier monte dans la cabine de son engin, là, eh bien, il actionne son exosquelette, son costume d'Iron Man, multiplie la puissance de ses bras par 10 000. Voilà. Donc ça, c'est un costume d'Iron Man. Il n'a pas la tête d'Iron Man, hein, encore une fois. Il fait pas clac, clac, clac et il n'a pas la petite lumière blanche au centre. Mais c'est vraiment un costume d'Iron Man. Vous montez dedans et vous êtes 10 000 fois plus puissant. Quand un chauffeur routier monte dans la cabine de son camion, c'est pareil, c'est Iron Man, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Et évidemment, ça permet de transporter beaucoup plus de marchandises. Et enfin, si vous prenez un laminoir industriel qui a la même puissance qu'un avion de ligne, enfin un gros avion de ligne, là, on est carrément puissant comme 10 millions de paires de bras ou 1 million de paires de jambes. Donc, quand le pilote il monte dans la cabine de son avion, là, quand le Covid le laisse faire, eh bien, il multiplie la puissance de ses jambes par 1 million. Donc, c'est pas, et il vole. Donc, c'est Iron Man, je dis, c'est Iron Man. Il vole, et là, pour le coup, il a vraiment la petite lumière blanche qui s'allume devant les ailes, là, puisqu'il y a les projecteurs de l'avion. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde de machines, et chacune de ces machines prises isolément, elle est considérablement plus puissante, que notre propre carcasse. Ce qui fait que si vous prenez l'ensemble des machines qui se trouvent sur Terre, la totalité des machines, encore une fois, donc celles que je vous montre, plus toutes celles que vous... On a des centaines, des millions de types de machines différents aujourd'hui. Hein. On a des moteurs électriques absolument partout. Vous vous promenez partout avec une machine sur vous qui s'appelle un smartphone. Il y en a absolument partout des machines. Hein. Eh bien, la puissance de l'ensemble des machines qu'on a sur Terre, avec l'énergie qui est ce qui leur permet de fonctionner. Donc en fait, il faut voir l'énergie comme la nourriture des machines, ou parfois je dis des croquettes pour machines, c'est ça l'énergie, c'est croquettes pour machines. Eh bien, le parc mondial de machines, avec ces croquettes pour machines bien spéciales, qui s'appellent essentiellement charbon, pétrole et gaz, a multiplié la puissance musculaire de l'humanité par 200, en gros. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on est à peu près 8 milliards sur Terre, eh bien, on est 8 milliards d'hommes, mais on a la capacité d'agir sur notre environnement, parce que c'est à ça que ça sert les machines, hein. On a la capacité de transformer le monde exactement comme si on n'était pas, non pas 8 milliards, mais 1600 milliards.
Voilà. Si on a la capacité de transformer le monde aussi vite, aussi intensément, aussi amplement que si on était 1600 milliards d'individus. Alors évidemment, 1600 milliards d'individus, on n'aurait pas de quoi les nourrir, donc on ne sera jamais 1600. Déjà 8 milliards, on ne va pas avoir de quoi se nourrir éternellement. Donc il faut bien voir que l'énergie, en fait, c'est l'exosquelette, c'est les croquettes pour machines qui alimentent cet énorme exosquelette, cet énorme costume de Superman ou d'Iron Man, qui a permis de démultiplier par plusieurs centaines notre capacité à transformer l'environnement, c'est-à-dire notre capacité à produire. Parce que transformer l'environnement, en fait, c'est produire. Toutes les machines, là, que je vous montre, elles transforment l'environnement et elles produisent. Produisent du transport, produisent des bâtiments, produisent des produits, produisent des produits chimiques, produisent des installations et des infrastructures, produisent du linge propre, c'est très important le linge propre, etc. Donc vous voyez, produisent du bois déroulé, enfin, donc toutes les machines que vous avez là, elles produisent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait la taille de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est les machines. En fait, c'est plus les gens qui produisent, c'est les machines. Le chauffeur, il est là pour donner des ordres à son camion. Le marin, il est là pour donner des ordres à son bateau. Donc, la machine qui produit vraiment, c'est le camion et le bateau. L'ouvrier, là, il est là pour donner des ordres au train. Ça, c'est un train flotte de verre qui produit des glaces. L'ouvrier, il est là pour donner des ordres à la machine. C'est la machine qui produit les voitures, etc. Donc, on sert essentiellement à donner des ordres aux machines. Et si on était capable de commander les machines du regard, la quasi-totalité des emplois dans le monde pourrait se faire avec des gens à qui on coupe les bras et les jambes. Ça ne changerait pas grand-chose, parce que tout ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est de donner des ordres aux machines. Donc, vous voyez ici, c'est 200 dans le monde, et en France, c'est encore plus que ça. Les machines, elles ont plutôt multiplié notre puissance musculaire par 500. 500-600. Je vais vous le dire autrement. Ça veut dire que la quantité d'objets qu'on est capable de fabriquer par an aujourd'hui dans le monde, si on n'avait pas les machines et qu'on revenait juste à nos bras et à nos jambes, en première approximation, elle serait divisée par 200. Donc si les machines n'existaient pas, eh bien la quantité d'objets qu'on pourrait fabriquer par an serait divisée par 200 et évidemment, tout serait beaucoup plus cher et hors de prix par rapport à aujourd'hui. Et il y a plein d'objets que vous ne pourriez pas vous offrir. Parce que les machines ne vous permettent... Parce que, les hommes seuls ne seraient pas suffisamment puissants pour proposer tout ce qui se passe autour de nous. Donc c'est les machines, encore une fois, c'est ce qui a fait le XXe siècle, c'est ça. Donc l'énergie fossile, là, c'est ce qui a fait le XXe siècle. Comme l'a dit une fois une de mes amies, le pétrole n'est pas l'énergie du XXe siècle, le pétrole est le XXe siècle. Alors, ces machines, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'a pas tendance à les faire de plus en plus efficaces pour consommer moins d'énergie. On a tendance à les faire de plus en plus performantes à énergie égale. Et je vais vous prendre un exemple qui est la voiture. Là, vous avez la voiture dans laquelle j'ai presque appris à conduire. Elle est un peu plus vieille que ça, parce qu'en 1950, j'étais pas né. Mais enfin, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux, pas très différente de celle-là. Alors, vous voyez, ça faisait 400 cm3 de cylindrée, c'est-à-dire une petite moto d'aujourd'hui. Ça avait 9 chevaux de puissance de moteur. Aujourd'hui, la première voiture venue, elle en fait 60. Et la première berline venue, elle en fait 100. Quoi. Bon. Ça plafonnait à 60 km/h et ça pesait une demi-tonne. Voilà une voiture que je ne nommerai pas, moderne, qui fait, vous voyez, 1200 cm3 de cylindrée. Elle fait 110 chevaux de puissance, ce qui est monstrueux. Elle va à 200 km/h et elle pèse une tonne. Alors, on pourrait dire qu'on est devenu beaucoup plus efficace, vous voyez, parce que par 6 cm3 de moteur, eh bien, on consomme beaucoup moins de carburant. C'est-à-dire à taille de moteur égale, ça consomme beaucoup moins de carburant. Par kilomètre-heure de vitesse maximale, on consomme beaucoup moins de carburant aussi. Par unité de puissance du moteur, on a gagné un facteur 12. D'accord ? Donc un moteur de même puissance aujourd'hui consomme 12 fois moins qu'en 1950. Si on regarde la masse, eh bien, on a également gagné un facteur 2 sur le carburant, sauf que quand on regarde la consommation en valeur absolue, eh bien, cette voiture-là et cette voiture-là consomment la même chose. Donc, en fait, quand les ingénieurs font des progrès sur les voitures, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert pas à consommer moins d'énergie pour le même usage, ça sert à consommer autant d'énergie pour des usages augmentés. C'est toujours comme ça que les hommes raisonnent, les hommes et les femmes. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer pourquoi c'est normal
qu'on n'arrive pas à faire des économies, à faire des objets en même quantité qui consommaient moins d'énergie. Il a toujours servi à faire des objets en plus grand nombre et avec plus de performance à énergie égale. C'est ça qu'on a toujours essayé de faire. Et puis par ailleurs, on a un peu plus d'objets qu'avant. Ici, vous avez le parc automobile en France depuis 1928. Donc vous voyez, en 1928, là, il y a 1 million de voitures en France. C'est déjà pas mal, 1 million de voitures. Hein. C'est monté avant-guerre à 2 millions. Ça n'a pas beaucoup bougé pendant la guerre, ça a un peu baissé. Là, il n'y a plus de statistiques. Et puis, vous voyez surtout l'explosion de l'après-guerre. Vous voyez, en 1973, 73, il y avait un peu moins de la moitié des voitures qu'il y a aujourd'hui. Quand je suis né, c'est-à-dire là, vous voyez, il y avait 7 millions de voitures. Aujourd'hui, il y en a quasiment 40. Donc, c'est allé extrêmement vite, l'augmentation de la quantité de voitures dans ce pays. Et ça a totalement changé les endroits où on habite. Donc, entre les tracteurs et les voitures, les tracteurs qui ont permis aux agriculteurs d'être beaucoup plus efficaces et donc beaucoup moins nombreux, et les voitures qui ont permis de se déplacer partout et de faire des banlieues étalées parce qu'on peut se déplacer rapidement en banlieue, eh bien, vous voyez la façon dont l'occupation du territoire a totalement changé. Avant-guerre, on avait des campagnes peuplées, des villes qui étaient déjà un peu grosses, mais pas trop grosses, et du monde un peu partout. Et après-guerre, il n'y a plus de personnes dans les campagnes. Et là, ça ici, cette fameuse diagonale du vide, là. Et les villes sont devenues énormes. Et en fait, elles sont devenues énormes avec des banlieues qui sont elles-mêmes énormes. C'est ça qui s'est passé. Et bien ça, c'est l'effet de la voiture. Alors, tout ça a également un effet à l'aval, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on sait que quand on utilise de l'énergie, on met, donc l'essentiel des énergies, comme je disais, c'est des énergies fossiles, c'est des trucs qui brûlent. Et quelque chose qui brûle, en général, ça fait du CO2, du dioxyde de carbone, parce que vous avez du carbone dans les êtres vivants. Hein, moi, je suis plein de carbone et vous aussi. Et donc, quand on fossilise, quand on meurt et qu'on fossilise, ça fait encore plein de carbone. Donc, le charbon est plein de carbone parce que les fougères qui ont donné naissance au charbon, c'est plein de carbone. Et le pétrole et le gaz, c'est plein de carbone parce que le plancton et les petites algues et les micro-algues qui ont donné naissance au pétrole et au gaz, c'est plein de carbone. Quand vous utilisez ces énergies, vous brûlez le carbone, c'est ça que vous faites, et quand vous brûlez le carbone, vous faites du CO2. Et ce CO2, il se trouve qu'il a un effet sur le climat qui est d'empêcher le rayon infrarouge émis par la surface de la planète de revenir vers l'espace. C'est un gaz qui est opaque aux infrarouges, exactement comme les rideaux sont opaques à la lumière. Eh bien, quand vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère, ça va rendre l'atmosphère plus opaque aux infrarouges et ça va empêcher la chaleur de la Terre de s'évacuer vers l'espace. Et ça va augmenter la température au sol. Alors, les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui empêchent les infrarouges de repartir vers l'espace, c'est ça leur définition. Et le premier d'entre eux, c'est le CO2. Et ici, vous voyez les émissions de CO2 de l'humanité et une bonne partie vient de l'utilisation de l'énergie. Donc, en fait, ici, vous allez trouver la contrepartie sur les émissions de gaz à effet de serre de l'utilisation de l'énergie. Plus d'autres trucs, mais donc vous voyez le CO2 venant du charbon, qui a augmenté comme le charbon, le CO2 venant du pétrole, qui a augmenté comme le pétrole, le CO2 venant du gaz, qui a augmenté comme le gaz. Ici, vous avez le CO2 venant de la déforestation. En fait, la déforestation, c'est je coupe des arbres, je les brûle, essentiellement. Et je fais ça parce que comme la population augmente, eh ben, on coupe des surfaces de forêt pour faire des champs. On a fait ça en Europe quand la population a augmenté. On a fait ça aux États-Unis quand la population a augmenté. Et dans les pays aujourd'hui où la population augmente rapidement, ben, on fait exactement pareil. On coupe des surfaces pour faire des champs. Ici, vous avez après un gaz à effet de serre qui n'est pas le CO2, qui s'appelle le méthane, qui a d'autres origines, notamment l'élevage bovin, la riziculture. Alors, bon, ça, c'est très lié à l'augmentation de la taille de la population aussi et à l'augmentation de la consommation de viande, ce gaz-là qui s'appelle le méthane. Donc, vous voyez, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont à peu près la même tête que celles qu'on a vues pour l'énergie tout à l'heure. Ça augmente, et ça augmente notamment parce que l'utilisation de l'énergie augmente, pas que, hein, il y a ça aussi, mais notamment grâce à ça. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre, de temps en temps, on s'intéresse au mode de transport pour savoir s'ils contribuent beaucoup ou pas beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous ai fait un petit diagramme sur les émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport qu'on utilise, parce que en fait, plus un mode utilise beaucoup de pétrole pour faire 1 km, et plus il va émettre de gaz à effet de serre, en gros. Et pour l'électricité,
plus un mode utilise d'électricité et plus cette électricité est faite avec du charbon et du gaz, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et plus les émissions de gaz à effet de serre vont être importantes. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que le mode en France, ça c'est pour la France, hein, le mode le moins émissif en France, c'est le train. D'abord parce que le contact fer-fer est le plus efficace, hein, le train qui avance sur une voie ferrée. Et par ailleurs, parce que l'électricité qu'on utilise, elle est très peu carbonée, donc du coup, le train est de très loin le moyen le plus efficace. Donc ici, vous avez la moyenne. Là, vous avez le train du quotidien, c'est courte distance, hein, c'est marqué là. Et là, vous avez le train des loisirs, le train longue distance. Alors, vous voyez que le train longue distance est un peu plus carboné que le train courte distance, mais pas beaucoup plus. Là-dedans, vous avez évidemment tous les trains de banlieue de l'Île-de-France, d'accord, vous avez ces trucs-là. Après, vous voyez ici le bus. Alors le bus, ça émet déjà beaucoup plus de CO2 pour une raison très simple, c'est que ça utilise du pétrole au lieu d'utiliser de l'électricité. Donc vous voyez que le bus, en moyenne, ça fait 10 fois plus d'émissions que le train. Alors quand c'est longue distance, ça fait un peu moins que la moyenne. Et par contre, quand c'est courte distance, ça fait beaucoup d'émissions. Alors pourquoi est-ce que le bus courte distance fait beaucoup d'émissions? Tout simplement parce que quand vous avez des réseaux de bus, ils sont très remplis au moment de la matinée et au moment de la sortie des écoles et des bureaux, mais dans la journée, ils sont assez peu remplis. Je ne sais pas comment ça se passe en Alsace, mais je peux vous dire qu'à Paris, les bus qui se baladent dans Paris dans la journée, ils sont au 9/10e vide, enfin il y a très peu de monde dedans. Et à ce moment, vous allez avoir un engin qui consomme 40 litres au 100, qui va se balader avec 5 personnes dedans, et ça va vous faire des émissions qui sont très importantes. Donc le bus, vous voyez, c'est beaucoup moins efficace que le train. Alors évidemment, un moyen de le rendre plus efficace, c'est de mettre plus de monde dedans. Plus vous mettez de monde dedans, et plus vous allez avoir parce que là c'est par personne, hein, c'est pas par véhicule. Donc plus vous allez avoir des émissions ici qui sont basses. Après, on passe à la voiture. Alors vous voyez, la voiture, c'est pareil, en moyenne, ça fait plus que le bus, hein, ça fait 2 fois plus. La voiture, c'est aussi du pétrole pour l'essentiel, mais c'est plus lourd par personne et c'est moins bien rempli en moyenne que le bus. Ici, vous avez la voiture du quotidien, donc courte distance, pour aller au travail, à l'école, etc. Et là, vous avez la voiture longue distance, donc essentiellement pour partir en vacances. Alors, c'est rare qu'on parte en vacances tout seul en voiture. En général, on part à plusieurs. C'est pour ça que les émissions par personne sont plus basses que la moyenne. C'est parce que le taux de remplissage est bien meilleur. Là, vous avez un taux de remplissage qui, en moyenne, est de 1,1 personne, 1,1 personne par voiture, alors que là, vous êtes plutôt à 2. C'est la raison pour laquelle les émissions ici sont beaucoup plus élevées. Alors, donc, si vous regardez la moyenne, le train, c'est beaucoup mieux que le bus, et le bus, c'est mieux que la voiture, en règle générale. Et puis là, vous avez l'avion. Alors, vous allez me dire, ah, l'avion, c'est pas si mal, finalement, par rapport à la voiture. Vous voyez, ça se compare, c'est plutôt plus efficace par kilomètre. Sauf que, quand vous montez dans une voiture, même pour faire de la longue distance, c'est pour faire quelques centaines de kilomètres. Alors que quand vous montez dans un avion, c'est jamais pour faire quelques centaines de kilomètres, c'est plutôt pour en faire quelques milliers. Ce qui fait que si vous regardez par voyage, hein, par heure ou par voyage, vous vous rendez compte qu'en fait, l'avion est considérablement plus émissif que tous les autres modes de transport. Vous voyez, 10 fois plus émissif que la voiture par voyage. Ici, par heure, c'est carrément 12 fois plus émissif. Tout simplement parce que, biologiquement, quand vous utilisez un moyen de transport pour partir en vacances, vous êtes d'accord pour y passer n'importe quoi entre 4 et 12 heures. Et donc, si vous passez 4 à 12 heures en voiture, vous allez faire 10 fois moins d'émissions que si vous passez 4 à 12 heures en avion. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi bête que ça. Et l'avion, qui est le mode le plus émissif par voyage, est aussi le plus récent. Donc, en fait, quand vous regardez par voyage, vous vous rendez compte que ce graphique, il suit l'ordre chronologique. D'accord. On a eu alors bon, il y a eu des carrioles à cheval, mais sinon, si on regarde les bus à pétrole, on a eu d'abord des trains, puis des bus à pétrole, puis des voitures à pétrole, puis des avions, chronologiquement, c'est dans ce sens-là que c'est allé. Et à chaque fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'on augmente les émissions par voyage. On augmente la quantité d'énergie qu'on utilise par voyage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus c'est moderne et plus ça utilise Bon, ça, je vais passer parce que j'ai plus le temps maintenant et que je vais juste vous dire ça. Les émissions de gaz à effet de serre vont réchauffer le climat. Alors souvent, quand on parle de réchauffement climatique, on se fait pas une bonne idée
de ce que ça veut dire, parce qu'on se dit, bon, il va faire un peu plus chaud, puis là, vous voyez, aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps, il va faire 20 degrés, bon, 20 degrés, c'est sympa, 20 degrés, hein, on va être dehors, voilà, il fait beau, on est en t-shirt, plutôt sympa. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ça, c'est la bonne partie de l'affaire, mais il y a une mauvaise partie à l'affaire aussi, et on ne peut pas dissocier les deux. Si vous avez la bonne, vous avez la mauvaise, ou exactement, si vous avez la bonne aujourd'hui, vous aurez la mauvaise plus tard. Vous avez ici une carte qui vous montre dans un monde qui se serait réchauffé de 4 degrés par rapport au début du XXe siècle. D'accord ? Donc, vous prenez le monde au début du XXIe, pardon. Vous prenez le monde au début du XXIe siècle et vous le réchauffez de 4 degrés. Eh bien, cette carte, elle vous donne le nombre de jours par an où vous ne pourrez pas vous tenir dehors sans mourir. Donc là, il ne s'agira pas d'être en t-shirt, c'est que si vous allez dehors, vous mourrez. Alors pourquoi est-ce que vous mourrez ? Ça concerne essentiellement, vous voyez, des pays qui sont près de l'équateur. Et donc, c'est des endroits dans lesquels il fait chaud et surtout très humide. Si certains d'entre vous connaissent des gens qui y sont allés ou y sont allés, vous savez que c'est des endroits dans lesquels il fait très humide. En général, vous transpirez à grosses gouttes quand vous êtes dans ces pays-là. Il se trouve que si la température extérieure passe au-dessus de la température de votre peau, qui est à peu près à 35, donc l'intérieur de votre corps est à 37, mais votre peau est plutôt à 35, et que l'air est saturé d'humidité, eh bien, vous ne pouvez plus refroidir votre corps en évaporant de l'eau, parce que l'air est saturé d'humidité, donc l'eau ne s'évapore plus. Et vous ne pouvez plus refroidir votre corps par contact avec l'air, puisque l'air est à une température au-dessus de celle de la peau. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus refroidir votre corps, eh bien, vous allez mourir de ce qu'on appelle l'hyperthermie. C'est-à-dire que la température interne de votre corps va s'élever, c'est comme une espèce de fièvre, et vous allez mourir d'hyperthermie. Et ça peut arriver en quelques heures si les conditions extérieures sont vraiment méchantes. Eh bien, ici, c'est le nombre de jours par an où si vous sortez dehors, vous mourrez d'hyperthermie dans un monde qui s'est réchauffé de 4 degrés. Donc, ce que vous voyez, c'est que la totalité de l'Asie du Sud-Est ici devient inhabitable. Une bonne partie de l'Inde devient inhabitable. Une bonne partie de l'Afrique centrale devient inhabitable. Là, vous avez quand même le Nigeria avec 200 millions d'habitants aujourd'hui. Et une bonne partie du bassin amazonien là devient inhabitable. Donc, en gros, vous avez 1 à 2 milliards d'individus à population d'aujourd'hui qui se retrouvent dans des zones où juste ils ne peuvent pas habiter. Ils ne peuvent pas sortir dehors. Et donc, ça veut dire que les gens vont pas y rester. Et donc là, vous voyez que ça signifie que vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont partir ailleurs, et ils vont pas partir en petite quantité, ils vont partir en quantité massive. Ça va engendrer des problèmes, évidemment, et des déstabilisations importantes. Donc, en fait, le premier problème du changement climatique, enfin, un des premiers problèmes du changement climatique, ça va être les déstabilisations politiques liées au fait qu'il va y avoir des mouvements de population très amples qu'on ne pourra pas arrêter. Tout simplement parce que ça deviendra invivable là où une partie des gens sont installés. Alors un deuxième truc qui va compliquer la vie de tout le monde, et ça vous l'avez peut-être déjà constaté dès à présent, c'est que dans un monde qui se réchauffe, vous avez le cycle de l'eau qui se perturbe, qui se désorganise. Vous avez vu qu'en France, on a eu plusieurs fois des sécheresses importantes l'été. Alors malheureusement, c'est que le début, ça va devenir beaucoup plus important à l'avenir, quoi qu'on fasse. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est l'évolution de l'humidité des sols dans un monde qui se réchauffe, là en l'occurrence de 3 degrés ou 3 degrés et demi par rapport au début du XXe siècle. Eh bien, vous voyez que tout le pourtour du bassin méditerranéen s'assèche de façon importante. Ça veut dire que les forêts vont mourir, enfin une partie des forêts vont mourir. Ça veut dire qu'une partie des cultures va devenir impossible à faire. Et ça veut dire qu'il va y avoir une pression sur la disponibilité alimentaire et par ailleurs des dépérissements importants d'écosystèmes. Et tout ça, ça va être à la fois désagréable pour l'estomac et désagréable pour la stabilité politique. Voilà, donc voilà 2 conséquences du changement climatique, il y en a plein d'autres. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui va se résumer à une petite température sympathique, ça c'est la partie encore une fois agréable. La partie désagréable, c'est qu'il va y avoir des effondrements, des marches d'escalier, et là je vous ai pas parlé des maladies, des écosystèmes, de la montée du niveau de l'eau, etc. Donc il y a tout un tas d'autres trucs qui vont déstabiliser les civilisations sédentaires, et ça va créer des conflits, des émeutes, etc. C'est ça le problème. Voilà, donc si je résume l'exposé de ce matin, en fait, ce qu'on a vécu au moment du XXe siècle, je vais le résumer dans ce graphique, on a sous terre des combustibles fossiles,
Ces combustibles fossiles, je rappelle qu'ils sont gratuits, c'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être entendu qu'il n'y avait pas de raison de ne pas se servir du vent et du soleil parce que c'était gratuit, ce qui est tout à fait vrai. Mais le pétrole est tout aussi gratuit que le vent, puisque personne, dans les gens qui m'écoutent là, n'a jamais payé un centime, et personne sur Terre n'a jamais payé un centime pour que le pétrole existe. Donc on paye pour aller le chercher, mais on ne paye pas pour son existence. De même que le vent, on ne paye pas pour son existence, on paye pour aller le chercher. Donc le pétrole est gratuit, comme le gaz, comme le charbon. Comme je l'ai dit, ça brûle. Et cette combustion nous a permis de transformer tout le reste de ce qui nous tombait sous la main grâce aux machines. Donc cette combustion permet d'alimenter notre costume de Superman, qui permet de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main pour le transformer dans les 10 millions d'objets que vous pouvez trouver aujourd'hui sur un site de vente en ligne. C'est à peu près ça, hein, c'est 10 millions de références, je crois. Absolument tout. Et le fait d'avoir mis les machines au travail, ça nous a permis à nous de nous reposer. On a moins besoin de travailler qu'avant. Et ça nous a permis de faire des métiers différents. Par exemple, préparateur de voiture, dans un monde dans lequel il n'y a pas de voiture, ça n'existe pas. Avoir le temps d'aller à l'école et avoir le temps de prendre sa retraite, dans un monde sans machine, ça n'existe pas. Avoir des hôpitaux partout dans un monde sans machine, ça n'existe pas. Enfin, des hôpitaux modernes qui en ce moment essayent de sauver les gens du Covid, ça n'existe pas. La mondialisation, dans un monde sans avion, sans voiture, sans camion et sans bateau, ça n'existe pas. Donc l'énergie nous a donné la mondialisation. L'énergie, comme je l'ai montré tout à l'heure, a mis les gens dans les villes et a étalé les banlieues. Donc en fait, la totalité du monde qui nous entoure a été progressivement structurée par l'abondance énergétique. Et très accessoirement, la production économique que nous avons aujourd'hui, elle est également due au fait que c'est les machines qui travaillent pour nous. Alors, il y a deux questions qu'on peut se poser à partir de là. Combien de temps est-ce qu'on peut faire durer la fête, sachant que la fête engendre une gueule de bois croissante qui s'appelle le changement climatique? Et il y a une deuxième question qui se pose, qui est combien de temps est-ce qu'on peut sortir des combustibles fossiles en quantité croissante du sol, sachant que comme il faut 50 à 400 millions d'années pour les former, eh bien, on ne peut pas, pour l'éternité, en avoir de plus en plus qui sort chaque année du sol. C'est mathématiquement pas possible. En fait, si vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les pics vous imposent qu'à un moment, vous allez passer par un maximum et ensuite décliner. C'est juste obligé. C'est obligé. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme si vous recevez une somme en héritage. Vous ne pouvez pas chaque jour dépenser prendre dans cet héritage pour des dépenses croissantes jusqu'à la fin des temps. Juste vous pouvez pas. À un moment, ça s'arrête. Donc, ces deux questions, il y en a plein d'autres qui se posent quand on voit ça. Et c'est de ça dont je vous propose de discuter maintenant, puisque je m'arrête là pour ce petit exposé. Voilà. Bravo. Alors, en principe, on est de retour. C'est bon? Ça fonctionne? C'est bon. Est-ce que je suis entendu? Ok, super. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai un peu l'avantage de vous suivre depuis un peu plus longtemps, donc j'ai bien reconnu certaines de vos slides. D'autres choses ont été très intéressantes, donc je pense que le suivi a été fait. Ce que je vous propose, c'est que nous avons... Alors, j'ai répertorié des questions de chez moi, de mes élèves. J'en ai de Mulhouse, j'en ai de Célestat, et donc je vais essayer, donc, dans la petite demi-heure qui nous reste, d'essayer de passer tout ça. Donc, ces questions sont diverses. Donc, il y a sur les 5 sujets que je vous avais transmis, donc c'est-à-dire l'électrification du parc, la production électrique, si l'hydrogène est une solution, et les transports en commun. Donc, le premier, c'est le... Voilà. Gaël va vous poser la première. Voilà. Ah, le slide du PowerPoint, oui. Je vais partager l'écran. Bonjour, monsieur Marcovici. Bonjour. Alors, nous, notre thème, en fait, c'était Je te laisse pas 2 secondes. c'était le parc en fait, sur lequel on avait travaillé. Et du coup, on avait comparé la consommation des véhicules thermiques aujourd'hui et ce que ça donnerait si l'ensemble du parc automobile passait à l'électrique. Je ne sais pas si vous avez pu accéder à la slide ou rapidement la Je vais la partager. Ok. Alors, c'est des calculs qui ont été très rapidement. On a sûrement pris des raccourcis et il n'y a pas tout qui a été vu. On n'a pas trop l'habitude, donc on est peut-être un peu lent.
Bon, sinon, il y a besoin de voir la slide pour comprendre la question ou vous pouvez la formuler sans slide? On comprend la question. Pas forcément, mais c'est plutôt parce que on voulait savoir si les chiffres que nous on avait trouvés étaient cohérents. Ah, d'accord. On a vu qu'en passant sur un parc 100%, on aurait une économie de 60 mégatonnes de CO2 par an. Par rapport en tout cas en France, et par rapport à la consommation, par rapport au rejet qu'on fait aujourd'hui avec l'énergie. Alors, c'est celle-là. Oui, ça, entre autres. Alors, normalement. Ou pas. Ah, voilà. Est-ce que vous avez mon écran? Pas encore, mais j'ai constaté que dans l'autre sens, il y avait un petit décalage des fois. Donc, non, là, je ne l'ai pas. Oui, bah écoutez, on va. Bon, bah écoutez, je vais prendre la slide de mon côté, je prends la slide de chez moi, je vais décrire rapidement les calculs qu'on avait ou les chiffres qu'on a trouvés. Alors en fait, nous, en prenant tous les milliards de litres d'essence et de diesel qui étaient consommés par an, et par rapport au rejet de CO2 que ça entraînait, on avait trouvé qu'on rejetait 68,1 mégatonnes de CO2 par an avec le parc thermique qu'on a actuellement. Oui, ça doit être à peu près. Pour les voitures particulières? Oui, oui, c'est ça. Uniquement les voitures particulières, oui. Oui, c'est ça. C'est la moitié du pétrole, 20 mégatonnes. Oui, c'est ça. 60 mégatonnes de CO2, ça doit être ça. Oui. Il est au-dessus. Ok, très bien. Et du coup, pour les voitures électriques, on était tombé à 7,1 mégatonnes. Donc, alors, ça dépendait de ça. Alors, en fait, quand vous faites ce calcul, j'imagine que vous ne tenez pas compte de la fabrication du véhicule électrique. Non, exactement. Du thermique, en fait, on n'a pas du tout pris ça en compte, on a uniquement pris en compte la consommation. Et donc, forcément, effectivement, on a une marge d'erreur qui est énorme. On a trouvé que 1 kWh. C'est pas tellement qu'elle est énorme. Produit représentait en France 74 grammes du kilowattheure. Oui, c'est pas tellement qu'elle est énorme, c'est que le périmètre de l'analyse change. D'un kilowatt en France. Oui, c'est que le périmètre de l'analyse change et par ailleurs, avec la quantité totale Alors, je vais vous dire un peu comment il faut faire le calcul. Là, j'avais votre slide. Hein. On n'a plus de son. Moi, je vous entends. Juste avant, j'avais votre... Voilà, là, je vois votre slide. Hein. Là, je vois plus votre slide. Je ne peux plus. Là, vous m'entendez? J'ai essayé. J'ai cliqué dessus. À un moment, je voyais votre planche. Hein. J'ai l'impression qu'il m'entend. Je fais rien. On a un problème. Le statut, mes paramètres, j'ai plus de flou montant sur paramètres. Allô? Ah. Bon. Ah, ok. Est-ce que c'est reparti? Bah, moi, vous entendez. Alors, en fait, le flux ne supporte pas le partage d'écran chez moi.
Donc, D'accord. oui. Donc, du coup, je vais ne plus le refaire. Et on a Mais je pense que j'ai saisi le calcul, donc je peux le commenter si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Ok. Alors, effectivement, les voitures particulières, c'est à peu près la moitié du pétrole qu'on utilise en France dans les transports routiers. Aujourd'hui, dans les transports routiers en France, on utilise 40 millions de tonnes de pétrole par an. Enfin, alors, ça change tous les ans, hein, enfin, l'ordre de grandeur. Là-dedans, la moitié, c'est les voitures particulières et l'autre moitié, c'est les utilitaires et les poids lourds. Enfin, les transports de marchandises. Il faut en gros multiplier par 3 quand on passe du poids d'essence, ou du poids de combustible au poids de CO2. En gros, hein. Donc, quand vous utilisez 1 litre d'essence, ça fait en gros 3 kg de CO2 en ordre de grandeur. Donc, quand vous passez des 20 millions de tonnes de pétrole pour les voitures particulières au CO2, multiplié par 3, ça vous fait un peu plus de 60 millions, ça vous fait 65 millions de tonnes de CO2 en gros. Hein. Tout ça en ordre de grandeur. Alors, quand on passe à l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut toujours fabriquer la voiture. Donc ça, j'ai envie de dire, la caisse, le châssis, les roues, les vitres, tout ça, ça change pas beaucoup. Il faut aussi fabriquer la batterie. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les émissions de fabrication de la batterie sont équivalentes aux émissions de fabrication du reste de la voiture. Donc, en fait, quand on fabrique une voiture électrique, on double les émissions de fabrication par rapport à une voiture normale. C'est aujourd'hui, parce que cette batterie, en fait, c'est de la chimie et de la métallurgie. Hein. Une batterie, c'est du métal et de la chimie. Et la métallurgie et la chimie en question sont faites pour l'essentiel en Chine ou dans des pays où l'électricité est très carbonée. Donc, c'est des procédés qui sont très électro-intensifs, faire de la métallurgie et de la chimie. Et si vous faites ça dans des pays où l'électricité elle-même est faite au charbon, eh bien, vous allez avoir un contenu carbone dans votre batterie qui est assez élevé. L'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que 1 kWh de capacité de stockage, c'est à peu près 100 kg de CO2 émis pour fabriquer la batterie. Donc, vous voyez, quand vous avez une batterie de 40 kWh, typiquement une batterie de Zoé, eh bien, ça vous fait 4 tonnes de CO2 pour fabriquer la batterie. Donc, la voiture électrique, elle a une dette CO2, entre guillemets, quand elle démarre sa vie, qui est plus élevée que la dette CO2 de la voiture à pétrole. Après, il faut aussi produire l'électricité. Alors, cette électricité en France, j'ai vu passer très rapidement 70 grammes de CO2 par kilowattheure, c'est à peu près le bon ordre de grandeur, sauf que c'est aujourd'hui. Alors, quand vous voulez passer à la voiture électrique, il va se passer 2 choses. La première, c'est que vous allez devoir produire cette électricité, mais cette électricité, vous allez devoir en faire moins en quantité que l'essence qu'on utilise, parce que le moteur électrique, comme vous le savez, est beaucoup plus efficace. Le rendement moyen du moteur thermique, alors les constructeurs vous disent que sur banc d'essai, en condition optimale, c'est 40%, mais en fait, dans la vraie vie, on est plutôt à 20%. Donc, en gros, quand vous mettez 1 litre d'essence dans votre réservoir, c'est-à-dire 10 kWh, eh bien, il va vous en sortir 2,5 kWh d'énergie mécanique, en gros, hein, 20-25%. Par contre, le rendement, et ça dépend beaucoup du régime moteur, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la plage optimale de régime moteur, vous êtes effectivement, vous montez à 40, mais quand vous êtes en sous-régime, sur-régime, conduite nerveuse et qu'est-ce que je sais, à ce moment, vous êtes beaucoup plus bas que ça. Ce qui veut dire que quand vous passez à l'électricité, vous allez avoir besoin de moins d'énergie pour faire avancer un moteur de même puissance, parce que le moteur électrique, comme vous le savez, lui, il a un rendement qui est très bon, et il a un rendement qui est très bon, quel que soit le régime moteur. Donc, le rendement du moteur, il est 80%, que vous soyez très bas ou très haut en régime. Et le moteur électrique a aussi ceci de bien, c'est que le couple dépend assez peu du régime moteur. Donc, vous allez avoir un rendement qui est bien meilleur. Du coup, vous avez besoin de produire moins d'électricité que l'essence que vous économisez. Entre 2 et 3 fois, on va dire, allez, 3 fois moins. Par contre, le moteur électrique, la voiture électrique, elle a besoin de tirer sur la batterie aussi pour les auxiliaires. Le chauffage l'hiver, même si la pompe à chaleur est efficace, le dégivrage, les phares, qu'est-ce que je sais. Alors qu'avec le moteur à essence, tout ça est fourni par le moteur à essence lui-même. Donc, tout ça fait que vous avez besoin de moins d'électricité. Effectivement, l'ordre de grandeur qu'on peut donner, c'est que vous en avez besoin de… là, vous j'ai vu que rapidement, vous aviez dit 2 fois moins. Moi, je dirais plutôt même carrément 3 fois moins. Mais ça fait quand même beaucoup.
parce que vous, les 100 TWh que vous avez mis en électricité, ou moi les 70 que je pourrais mettre, alors après, ça dépend si on fait des tanks électriques ou si on fait des OE électriques. Hein. Si on s'amuse à faire, comme les constructeurs d'aujourd'hui, des bagnoles de 2,5 tonnes à l'électricité, c'est évident qu'on sera dans le haut de la fourchette. Si on s'amuse à faire des C1 électriques, on sera dans le bas de la fourchette. Et si on veut économiser rapidement des émissions et de l'énergie, c'est beaucoup plus intelligent de faire des C1 électriques que de faire des tanks électriques. Mais enfin, il y a une bonne raison pour que les constructeurs fassent des tanks électriques. J'y reviendrai après. Donc, vous allez effectivement être aux alentours de 80 TWh. Sauf que ces 80, aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, la question, c'est avec quoi on les fait? Aujourd'hui, on n'a pas 4 TWh en RAM par rapport à… Alors, on ne les a pas, sauf qu'on les a un peu quand même parce qu'on exporte de l'électricité encore aujourd'hui. Donc, si on arrête d'exporter de l'électricité, à ce moment, il se pose une question qui est que devient l'équilibre du réseau européen, sachant que nos voisins qui s'appellent les Allemands comptent maintenant sur les exportations d'électricité nucléaire française quand eux, ils n'ont pas assez de vent et de soleil pour équilibrer leur réseau. Donc, est-ce qu'on leur dit, ben non, on est désolé, on ne vous livrera plus cette électricité, vous avez qu'à vous démerder tout seul dans votre coin. Après tout, vous avez demandé l'avis de personne avant de faire vos réacteurs nucléaires et de faire des éoliennes. Nous, on se sert de notre électricité pour recharger nos voitures électriques et bye bye, amusez-vous bien. Ou bien est-ce que c'est pas ça qu'on leur dit? Enfin bref. Et si on fait 80 TWh d'électricité en plus, on les fait avec quoi? Alors, il y a des gens qui disent « Ah, on va faire ça avec du solaire et de l'éolien. » Ben, je dis « Ouais, enfin, c'est pas sûr, parce que pour recharger les voitures la nuit, le solaire, ça marche moyen. Je rappelle quand même que la définition de la nuit, c'est quand il n'y a pas de soleil. Vous avez peut-être regardé ce qui s'est passé dans la première semaine de janvier en France cette année. Vous avez eu très peu de soleil, puisqu'on est en janvier, et quasiment pas de vent pendant une semaine. Donc, à ce moment, bah, vous faites quoi avec votre voiture électrique si vous comptez sur l'éolien pour la recharger? Vous allez à pied? Bon, donc, il faudrait plutôt construire du pilotable si on veut être sûr de pouvoir recharger les voitures quand on veut. Et 70 TWh d'électricité avec du pilotable, ça veut dire en gros 10 réacteurs nucléaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que électrifier la totalité du parc français, en fait, la limite sur laquelle vous allez tomber, c'est une limite en production annuelle, alors qu'aujourd'hui, le projet politique, il est plutôt de la diminuer. Vous allez tomber sur une limite en pilotabilité du parc de production électrique, alors qu'aujourd'hui, le projet politique, c'est de diminuer cette pilotabilité. Vous allez tomber enfin sur une capacité de production de batterie, parce que les constructeurs étant des acteurs mondiaux, s'ils commencent à faire des voitures électriques à tire-larigot pour électrifier le parc français, en fait, ils n'en feront pas que pour le parc français, ils en feront pour les voisins. Et à ce moment, vous avez un sujet de capacité industrielle pour faire à la bonne vitesse toutes ces batteries dont on va avoir besoin partout. Et non seulement les faire, mais les renouveler. Parce que comme vous le savez, une batterie, ça a une durée de vie de 10 ans. Admettons que ça passe à 15. Pour un développement dit durable, il faut quand même que tout ça dure quelques siècles. Donc, quelques siècles, ça veut dire qu'on a besoin de renouveler les batteries 20 ou 30 fois sur la durée de l'expérience. Et pour le moment, les réserves inventoriées de lithium ne permettent pas de jouer à ce jeu-là. Voilà, donc j'ai envie de dire, les limites à l'exercice pour électrifier le parc de voitures sont là. Bien évidemment, ça serait, alors ça va donner moins de travail aux gens qui s'occupent des voitures, je suis désolé de dire ça dans cette salle, mais la bonne manière de remplacer une voiture thermique, il y a beaucoup de cas de figure, ça s'appelle un vélo électrique. Parce que le vélo électrique, lui, au lieu de faire 1,5 tonne, il fait 20 kg. Au lieu que la batterie fasse 40 kWh, elle fait un demi-kWh. Donc, vous divisez par 80 la quantité de matériaux dont vous avez. Vous divisez également par 80 la quantité d'électricité dont vous avez besoin. Donc là, ça passe comme une lettre à la poste sans toucher au parc français. Donc, en fait, on a un vrai sujet avec la mobilité en voiture, et c'est par là que je vais finir. C'est qu'en fait, la mobilité en voiture avec 1 tonne ou 1,5 tonne d'acier à déplacer par personne qui a besoin de bouger, c'est pas durable. Le vrai problème, il est là. Malheureusement, on s'attendait à cette Mais par contre, je dis aux jeunes qui sont dans la salle qu'en ce moment, les gens qui vendent des vélos et qui les réparent, ils ne savent plus où donner de la tête. Hein. Ils croulent sous le boulot. Ils croulent sous le travail. Ces gens-là. Du coup, des choses qui sont sorties chez nous, avec Célestat, donc l'hydrogène, donc est effectivement un vieux serpent-mer qui nous accompagne depuis une petite dizaine d'années sur la suite de la mobilité. Est-ce que d'après vous,
donc l'hydrogène peut être une source d'énergie, que ce soit pour la mobilité particulière, que ce soit pour le transport marchand. Est-ce que ça peut être une énergie qu'on pourrait utiliser de manière plus écologique que ce qu'on a aujourd'hui? Alors la réponse très courte, c'est que les gens qui sont dans cette salle seront morts, que ça ne sera toujours pas quelque chose qui sera à large échelle dans la voiture. Aujourd'hui, faire de l'hydrogène, on sait très bien faire ça. Le problème, c'est que pour une tonne d'hydrogène qu'on produit, on émet 10 tonnes de CO2. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que je vais essayer de faire un petit exercice. Est-ce que là, vous voyez ce que je suis en train de… Page blanche. Une page blanche. Alors, la façon de produire de l'hydrogène, c'est ça. Ce n'est pas les bonnes proportions, hein, mais ce n'est pas grave. D'accord. En fait, si, c'est exactement ça. C'est 2H2O. Ça vous fait 4H2 plus CO2. Voilà, c'est exactement ça la manière dont on produit de l'hydrogène aujourd'hui. Donc, vous prenez du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel, hein, CH4, avec de la vapeur d'eau. Vous chauffez l'ensemble à très haute température et ça va vous donner, les atomes vont se réarranger et ça va vous donner de l'hydrogène d'un côté et du CO2 de l'autre. Alors, il se trouve que ce CO2 part dans l'atmosphère et par ailleurs, l'énergie qu'on utilise pour chauffer ça à très haute température, c'est du gaz. Donc, en fait, un producteur d'hydrogène, il est alimenté en gaz et il est alimenté en eau. Une partie du gaz, il le brûle. Pour chauffer à très haute température, une autre partie du gaz mélangée à la vapeur d'eau, et ça vous donne de l'hydrogène et du CO2. Donc, on sait très bien produire de l'hydrogène aujourd'hui, ça ne pose strictement aucun problème. Le seul problème que ça pose, c'est que ça fait plein de CO2. Donc, pour une tonne d'hydrogène produite aujourd'hui, vous avez 10 tonnes de CO2 qui partent dans l'air. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on utilisait l'hydrogène pour faire avancer un engin de transport, quel qu'il soit, ça émettrait beaucoup plus de CO2 que si on utilisait du pétrole. Et par ailleurs, c'est fabriqué en utilisant du gaz, qui est une énergie fossile, qui n'est pas plus renouvelable que le pétrole. Donc, les limites sont un tout petit peu plus lointaines en ce qui concerne l'approvisionnement, mais on a le même problème que pour le pétrole, on ne peut pas en avoir indéfiniment sous la main. La bonne manière de produire l'hydrogène, c'est en électrolysant de l'eau. Et à ce moment, donc il faut avoir de l'électricité qui elle-même est faite en produisant peu de CO2. Alors quand vous regardez, toujours pareil, les gens qui n'aiment pas le nucléaire disent il n'y a pas de problème, on va produire cette hydrogène en électrolysant de l'eau avec des panneaux solaires ou avec de l'éolien. Les ordres de grandeur sur les puisses qui sont nécessaires, etc., vous vous rendez compte qu'on est gentiment en dehors des clous. Je vais vous donner juste un exemple. Si on voulait remplacer le carburant qu'on utilise aujourd'hui pour l'aérien, qui représente un quart du carburant qu'on utilise aujourd'hui pour les voitures, il faudrait augmenter de 20% la production électrique française, rien que pour électrolyser de l'eau pour faire cet hydrogène. De 20%. Si on voulait passer les voitures et les camions à l'hydrogène, il faudrait doubler la production électrique française. Et ça, c'est sans tenir compte du fait que l'hydrogène pose des problèmes logistiques qui sont indémerdables. Parce que l'hydrogène, il ne faut pas seulement l'avoir fait, ensuite il faut le transporter, le mettre à disposition des véhicules, là où les véhicules ont besoin de se recharger. Or, l'hydrogène est la plus petite molécule qui soit disponible sur Terre, et c'est un gaz qui fuit dès que vous avez un trou, une petite fissure n'importe où partout, le gaz fuit. Par exemple, on peut mettre un peu d'hydrogène dans les réseaux de gaz qu'on utilise aujourd'hui, le gaz de vide, hein, mais on ne peut pas en mettre beaucoup, parce que si on en met trop, l'hydrogène va se coller dans les micro-fissures de l'acier et il rend l'acier cassant. Donc, on serait obligé de reconstruire des réseaux en parallèle, un moyen de transport en parallèle, etc. Le temps qu'on y soit, vous serez tous morts. Donc, l'hydrogène dans les transports, il y a quelques applications éventuellement qui peuvent être regardées d'un peu près, qui sont éventuellement des trains, pour remplacer des trains au diesel, mais à mon avis, c'est beaucoup plus simple de les électrifier. Éventuellement, quelques transports de marchandises, mais là, à mon avis, c'est aussi beaucoup plus simple de les électrifier. Les applications de l'hydrogène qui sont vraiment intéressantes, c'est les applications industrielles.
Et il y en a deux en particulier, c'est la fabrication de l'ammoniac qui sert ensuite à la chimie des engrais. Ça, c'est une première application industrielle qui peut avoir de l'intérêt. Et la deuxième application qui peut avoir de l'intérêt, c'est de produire de l'acier sans utiliser de charbon. Aujourd'hui, l'acier, dans un haut fourneau, comme vous le savez, on met du charbon et du minerai de fer. Et en fait, le carbone du charbon, il va attirer à lui l'oxygène de l'oxyde de fer. Le minerai de fer, c'est de l'oxyde de fer. Donc, il va débarrasser le fer de son oxygène. Et c'est comme ça que vous obtenez à l'arrivée du fer sans oxygène et qui va finir par donner de l'acier. Eh bien, quand dans le haut fourneau, le charbon qui attire à lui l'oxygène en lui disant « Viens petit, viens que le fer soit libéré de son oxygène », eh bien, le carbone associé à l'oxygène donne du CO2 qui part dans l'air. Donc, un haut fourneau, c'est un gros émetteur de CO2. Et on pourrait imaginer enlever l'oxygène de l'oxyde de fer avec de l'hydrogène. Donc, au lieu que ce soit l'oxygène qui vienne séduire, au lieu que ce soit le carbone, pardon, qui vienne séduire l'oxygène de l'oxyde de fer, eh bien, c'est de l'hydrogène qui vient séduire l'oxygène et qui débarrasse le fer de son oxygène. Alors, les Suédois ont un gros projet sur lequel ils ont mis 40 milliards d'euros sur la table pour monter ça, de production d'acier où on utilise non pas du charbon, mais de l'hydrogène. Alors ça, c'est un truc, et ça, c'est un truc qui peut être intéressant pour les Alsaciens, puisque pour remplacer la production d'acier qui existe encore aujourd'hui, alors pas en Alsace, mais pas très loin, eh bien, on pourrait imaginer faire ça avec de l'hydrogène. Ça pourrait être intéressant. Et quand on regarde les ordres de grandeur, c'est pas complètement délirant. Et par contre, pour la mobilité, je fais partie des gens qui, s'ils avaient à parier leur propre argent, ne parieraient pas sur le fait que l'hydrogène va changer de manière significative l'énergie utilisée par les véhicules qui roulent, qui volent ou qui naviguent. Nos recherches nous avaient fait. On n'avait pas tous les couvertures, mais on avait à peu près ça. Ça nous conforte. Alors, je vais quand même profiter comme on est arrivé normalement au bout du timing que vous aviez prévu. Je vais me permettre de composer juste deux, donc c'est Mulhouse et nous-mêmes. Je vais essayer de les rassembler. C'est un peu sur le transport en commun, le transport tout court et finalement l'urbanisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec votre carte, qu'effectivement, la France a énormément rassemblé sa population sur des grands blocs de villes, ce qui oblige évidemment de transporter de quoi manger, de quoi boire à ces villes-là, donc ce qui génère le transport routier, mais qui d'un autre côté pourrait éventuellement favoriser le transport en commun, étant donné que toutes ces personnes-là habitent finalement au même endroit. Donc, le transport routier s'est quand même beaucoup amélioré en termes de consommation et de pollution, mais comme les voitures, les camions arrivent au bout, parce qu'avec les normes euro qu'ils ont, si on veut continuer à dépolluer ces moteurs, il va falloir les enlever, sinon on ne pourra plus faire beaucoup plus. Donc, est-ce que d'après vous, le fait de mettre des gens dans des grandes métropoles, de garder les camions, mais d'avoir les transports en commun finalement est-ce que ça pourrait être un équilibre? Malheureusement, on est dans une situation aujourd'hui qui est, j'ai envie de dire, la plus désagréable si on veut adapter le monde à une raréfaction de l'approvisionnement énergétique. Parce que les gens se sont concentrés dans des agglomérations urbaines, mais ces agglomérations urbaines ont été faites pour la voiture. Donc, en fait, elles sont distantes, enfin, elles sont peu denses, ces agglomérations urbaines, et c'est des agglomérations urbaines dans lesquelles on se déplace beaucoup en voiture. Le mode de transport roi dans ce qu'on appelle les banlieues, c'est la voiture. Il y a une petite règle qui est bien connue des gens qui font des transports en commun, c'est qu'à partir de 100 habitants à l'hectare, vous faites du métro. À partir de 20 habitants à l'hectare, vous faites du bus, et en dessous, vous ne faites rien. Donc, les transports en commun sympathiques que les gens ont en tête, c'est-à-dire le tram, le métro, etc., en fait, dans les banlieues, vous n'en aurez jamais, vous aurez du bus. Ça, éventuellement, on peut en faire un peu mieux. Et au Shift Project, on a fait, il y a maintenant 1 an, un travail assez approfondi sur la façon de décarboner la mobilité dans les zones de moyenne densité. Et l'idée, c'était de décarboner la mobilité du quotidien des personnes. Parce que comme vous l'avez très justement fait remarquer, les grandes agglomérations urbaines aujourd'hui, elles ont 2 points de dépendance majeurs au transport. Il y a la mobilité quotidienne des personnes et il y a la mobilité distance des marchandises, puisque effectivement, pour alimenter ces agglomérations, il faut faire venir la nourriture, parce que la nourriture ne pousse pas sur place. Il y a
trop de monde sur trop peu d'espace pour qu'on puisse imaginer nourrir tout le monde, même avec des fermes verticales, des jardins urbains, etc. C'est très très loin d'être suffisant. Et puis, il faut faire venir le reste, il faut faire venir les vêtements, il faut faire venir les chaises sur lesquelles vous êtes assis, il faut tout faire venir, quoi. Il n'y a plus rien qui… Toutes les villes sont interconnectées au reste du monde aujourd'hui. Il faut faire venir les masques que vous portez, là, parce qu'il y en a encore une bonne partie qui ne sont pas produits en France. Bref, et il faut faire venir d'ailleurs les vaccins auxquels vous aurez peut-être droit. Donc, tout vient d'ailleurs. Donc, il y a une dépendance au transport longue distance des marchandises. Et ça, c'est essentiellement fonction du nombre d'habitants dans la ville. Que la ville soit dense ou étalée, ce n'est pas tellement le problème. Dès que vous avez beaucoup de gens dans une ville, vous avez une grosse dépendance au transport longue distance. Ça y est, c'est juste ça. Et puis après, vous avez les transports du quotidien des personnes. Et là, la bonne manière de décarboner le transport du quotidien des personnes, c'est malheureusement pour les jeunes qui sont dans cette salle, c'est essentiellement d'avoir moins de voitures. Donc en fait, il faut en avoir moins. Les partager, c'est-à-dire faire du covoiturage, et puis pour le reste, passer à un mélange de modes actifs, et notamment vélo et vélo électrique. Le vélo électrique, pour moi, c'est le moyen de transport qui change totalement la donne, parce qu'il a une portée pour les déplacements du quotidien qui est presque aussi importante que celle de la voiture. Pas tout à fait, vous ne pouvez pas faire 50 bornes, mais pour l'essentiel des gens qui font moins de 20 km ou moins de 15 km pour aller du domicile à leur lieu d'activité, le vélo électrique, ça marche très bien. Ça double ou ça triple la portée par rapport à un vélo ordinaire, parce que vous vous fatiguez beaucoup moins. Et donc, en fait, le gros changement, il pourrait venir de là. Et puis après, encore une fois, du partage des véhicules individuels et des transports en commun, essentiellement du bus. Donc, il faut faire un cocktail de tout ça, parce que ça dépend énormément de là où vous êtes. Enfin voilà, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut faire ça. Et à plus long terme, il faut revoir l'urbanisme parce que des campagnes aussi peu peuplées et des villes autant peuplées, dans un monde où l'énergie se contracte, ça ne pourra pas marcher. Ok. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour des questions, on en a combiné quelques-unes, donc je tenais à vous remercier grandement du temps que vous nous avez accordé. Donc le fait que je vous ai envoyé un mail un peu sur un soir de colère suite aux 300 chevaux du 3008 Peugeot hybride que je trouve effectivement un peu déplacé par rapport aux problèmes qui nous concernent aujourd'hui tous. Donc, merci beaucoup pour le temps, pour votre engagement et du coup, merci. Je débrieferai avec donc tous mes collègues des différents établissements qui ont suivi. Je les ai tous vus arriver sur le côté. Donc, si je me permets de faire un retour par mail pour vous dire ce qui m'a donné. Si je peux finir juste par ce qui vous avait énervé là, sur la partie les véhicules à 300 chevaux. En fait, comme vous le savez probablement, les constructeurs automobiles aujourd'hui, ils font essentiellement leur marge sur les gros véhicules. C'est-à-dire que les petites voitures, c'est des voitures à très très faible marge, donc ça ne les intéresse pas beaucoup. Par ailleurs, au moment où les véhicules électriques ont commencé à exister, c'était des véhicules qui étaient raisonnablement chers, donc ça concernait des gens qui avaient un pouvoir d'achat élevé. Donc les constructeurs se sont dans un premier temps concentrés sur les véhicules avec lesquels ils gagnent le plus d'argent, et il se trouve que les véhicules avec lesquels ils gagnent le plus d'argent, c'est les véhicules à 2 tonnes. Et par ailleurs, ils ont un peu tordu le bras de la Commission européenne parce qu'ils se sont débrouillés pour faire reconnaître comme véhicule à zéro émission tout véhicule électrique, quel que soit son poids et quel que soit le pays d'utilisation. Comme vous le savez probablement, les véhicules électriques aujourd'hui pour les constructeurs, dans les obligations européennes, c'est comme au Scrabble, c'est mot compte double. Donc, les véhicules comptent double quand ils sont électriques. Donc, en fait, ils comptent 2 fois pour 0. Quel que soit, encore une fois, le poids du véhicule et quelle que soit la manière dont on produit l'électricité dans le pays d'utilisation. Alors, je peux vous dire que dans un pays comme l'Allemagne, rouler dans un véhicule de 2,5 tonnes à l'électricité, ça émet au total plus de CO2 que de rouler dans une toute petite voiture à essence. Si vous rajoutez les émissions de fabrication plus les émissions de production électrique. Donc, la réglementation européenne aujourd'hui et les marges que les constructeurs font sur leur modèle les poussent à vendre d'abord des très gros modèles électriques parce que c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. C'est aussi bête que ça. Oui. Très bien. Écoutez, merci. Donc, vous ferez un retour. Je pense que moi, je vois des messages arriver parce que vous le voyez dans le chat avec des… Oui, j'ai vu.
Donc, je me fais porte-parole également de l'ensemble du directoire qui est ici. Donc, bien évidemment, si un jour l'Alsace, pour des raisons de non-Covid, sera accessible facilement de la région parisienne, enfin, je ne sais pas où vous êtes, mais je suppose que c'est la région parisienne. Oui, je suis en région parisienne. Donc, vous êtes bien évidemment cordialement le bienvenu. Vous avez mon adresse mail. Je pense que je vous laissais 10 fois mon téléphone tellement je suis stressé que les choses arrivent. Donc, n'hésitez pas un jour, effectivement, si l'occasion devait s'en présenter, à Guenot vous ouvre grand ses portes et donc vous permettra de passer nous voir. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à vous et bonne continuation et bon courage pour les jeunes. Merci. Merci. Est-ce qu'on déconnecte de ce truc-là? En haut à gauche, vous avez ouvrir le menu de la session. Ah oui, ok. Et en bas, vous avez quitté la session. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir.